Pour faire ce décor, j'ai donné une image de référence et une description à une IA qui m'a sorti plein de fonds que je peux plus ou moins interchanger. Et pour m'incruster dedans, j'aurais très bien pu me passer d'un fond vert parce que d'autres IA existent qui les rendent quasiment obsolètes. Et la musique qu'on entend, une IA. Et cet effet horrible, une IA. Le résultat est tout à fait merdique, mais c'est la beauté du geste qui compte. Cette vidéo sera sans doute l'épisode le plus rapidement obsolète de l'histoire de la chaîne. Entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où je l'enregistre, j'ai déjà dû faire des modifications parce que certains éléments avaient changé. Le développement des intelligences artificielles dans le domaine de la création est devenu tellement rapide que des choses apparaissent d'une semaine à l'autre. Et comme il est peu probable que le rythme ralentisse, au contraire même, il n'y aura jamais de bon moment pour en parler, donc tant pis pour l'obsolescence de l'épisode. Et allons-y. En juillet 2022, la société DeepMind publie un article de blog intitulé « Travailler ensemble avec YouTube ». DeepMind est une branche du groupe Alphabet Google qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Elle a par exemple conçu AlphaGo, le premier programme à battre les meilleurs joueurs de Go de la planète. D'ailleurs, je vous conseille très fortement d'aller regarder le documentaire du même nom, c'est une dinguerie. Et l'entreprise a également conçu AlphaFold, une IA capable de prédire la façon dont les protéines se replient sur elles-mêmes, ce qui était un défi scientifique absolument majeur et qui aura des répercussions très profondes en biologie. Elle a aussi utilisé ses compétences pour accomplir des avancées dans le domaine de la santé, de l'énergie, de l'archéologie aussi, pour déchiffrer des textes anciens, et donc aussi de YouTube. Dans l'article de blog, ils expliquent qu'ils ont travaillé à améliorer la compression des vidéos, même si on peut toujours mettre l'algorithme à genoux quand on rajoute énormément de particules dans l'image, c'est facile, et qu'ils ont bossé sur la création de chapitres automatiques dans les vidéos avec une IA capable d'identifier à tout moment de quoi ça parle pour aider l'audience à aller directement à la partie qui l'intéresse. Comme on le voit, les plateformes utilisent une quantité d'intelligence artificielle dédiée à plein de tâches très spécifiques, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais plutôt utiliser le terme de modèle. C'est plus flashy de parler d'IA, mais c'est un terme assez débattu, notamment à cause du fait que la différence entre un programme et une IA, elle est surtout dans l'œil de l'observateur. Les gens qui critiquent ce terme notent qu'on a tendance à appeler IA tout ce qui est récent et futuriste, ce qui en fait une définition assez glissante. Le logiciel qui nous explose aux échecs est rarement nommé IA, parce qu'on le connaît bien, mais le modèle qui a battu le champion Lee Sedol au jeu de Go est suffisamment futuriste pour encore porter cette étiquette. Bref, on retrouve donc des modèles un peu partout sur internet. Côté plateforme pour gérer leur masse de contenu, mais aussi côté spectateur et côté créateur. Une partie du flux de l'audience est tout à fait artificielle par exemple. Les fermes à vues qui offrent des vues ou des likes par milliers existent bien, ça c'est sûr, mais c'est la partie visible de l'iceberg, parce que selon certaines estimations, la moitié du trafic sur internet serait composé de bots. Des logiciels qui vont faire semblant de regarder des vidéos qui auront été soigneusement suggérées par d'autres logiciels. Selon le New York Times, la part des bots sur YouTube était à un moment si importante que des ingénieurs de la plateforme craignaient ce qu'ils appelaient la grande inversion. Le moment où leurs algorithmes commenceraient à considérer les bots majoritaires comme authentiques et les humains comme faux. Voilà, donc on a des bots côté plateforme, côté audience et côté créateur. Ça arrive aussi, et dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre que les youtubeurs, tiktokers, snapchatters et autres créateurs de plateformes du futur feront probablement partie des métiers les plus impactés par les IA. Enfin, par les modèles. Non seulement ça va changer leur façon de créer du contenu, mais en plus ça va sûrement changer le type de contenu qui sera produit, et pour éviter de passer pour un techno-optimiste nécessairement ridicule dans quelques années, je vais diviser mon argument en 3 parties. Complètement certain, assez probable et carrément spéculatif. Les créateurs du web peuvent déjà se faire assister plutôt rapidement pour de petits aspects créatifs de leur métier, notamment les miniatures sur YouTube. Elles sont extrêmement importantes pour captiver votre attention et des logiciels peuvent aider à les rendre plus efficaces. Vous avez probablement déjà entendu parler des générateurs text-to-image qui permettent de créer une image à partir d'une description textuelle qu'on appelle aussi un prompt dans le milieu. YouTuber qui se fait aider d'une IA pour faire une miniature. Nickel. Ces modèles comme DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion sont de véritables révolutions et voici comment ils marchent en très rapide. Tout commence avec des bases de données absolument monumentales où chaque image a une description associée.
Une Française qui braque une banque, un poulet qui met quelqu'un en prison, un docteur qui ne fait que son travail, mais aussi vos anciennes photos sur Skyblog, l'ensemble de ArtStation, etc., etc. À partir de cette base de données monumentale, le modèle va essayer de comprendre les caractéristiques des images en les analysant sur différents axes. Dans la dimension pointue, par exemple, cet objet est plus loin que celui-ci. Dans la dimension lumineuse, cette image est plus faible que celle-là, et dans la dimension photoréalisme, ces deux-là sont à différents degrés de l'axe. En pratique, on ne sait pas très bien quelle dimension l'algorithme utilise pour catégoriser les différentes images. Il les développe lui-même au fur et à mesure qu'on le fait tourner. L'ensemble de ces dimensions s'appelle l'espace latent du modèle, et c'est cet espace qui contient la recette pour construire n'importe quelle autre image ensuite. Ça, si on lui demande à quoi ressemble son espace latent. Espace latent du modèle. Plutôt joli. La dernière étape est de construire l'image, ce qu'on appelle la diffusion. Il part d'un bruit aléatoire qu'il raffine petit à petit en suivant les instructions du modèle. Lorsqu'on tape peluche de chien, il va pas aller récupérer une image de peluche qu'il a déjà vue sur internet, non, il va générer une nouvelle image de peluche en allant chercher dans son modèle les différents axes et leurs poids respectifs qui correspondent à ce concept. Bref, ces modèles peuvent en théorie générer une infinité de peluches différentes, dans tous les styles. Pointillisme, réalisme, objet 3D, low poly, estampes japonaises, vitrail, clair-obscur, etc., etc. Et pour ça, du coup, on devrait pouvoir imaginer une version photoréaliste du truc. De nombreuses vidéos expliqueront bien mieux que moi comment ces modèles de machine learning fonctionnent. Je vous en ai mis en description si vous voulez, mais il faut retenir surtout deux choses. La qualité du rendu dépend de la taille des bases de données d'images avec lesquelles le modèle s'entraîne, et celles-ci ne font que grossir, et des algorithmes utilisés pour lui faire comprendre les caractéristiques des images, et ceux-ci ne font que s'améliorer. Par exemple, en quelques mois seulement, les images de visage qui ont été générées avec la plupart des modèles qui existent sur le marché se sont dramatiquement améliorées. Et ça ne va aller que en s'accélérant. Depuis août, le projet Stable Diffusion est en open source et il est exploitable localement sur votre ordinateur, à la différence des autres qui faisaient de la génération des images sur leur serveur avec un prix à payer. Les youtubeurs du présent peuvent donc déjà générer des miniatures gratuitement avec ce genre d'outils. D'ailleurs, pas mal l'ont déjà fait, en fait. Mais mieux, il se pourrait qu'un jour il existe une version du modèle spécialement entraînée pour générer des miniatures très efficaces, en rajoutant le nombre de vues dans la base de données, par exemple. Dans la même veine, on peut déjà générer des titres plus accrocheurs avec des modèles. Des modèles de langage comme GPT-3, Lambda ou GPTJ sont déjà capables d'écrire une histoire à partir d'une introduction, de répondre à des questions posées en langue naturelle, de faire des résumés de texte et ainsi de suite. Je passe assez vite là-dessus, mais évidemment les gens en ont fait pas mal de trucs intéressants en très peu de temps. Certains ont écrit des critiques de livres ou des scénarios de films. D'autres ont conçu des concepts de jeux vidéo ou des psys virtuels à qui parler si ça va pas bien. Et ça d'ailleurs, typiquement, c'est exactement le genre de liste qui va faire très ridicule plus tard, quand ces modèles auront tellement d'utilisation que ce sera parfaitement inutile de les lister toutes. Mais tout comme les modèles de génération d'images, on peut tout à fait imaginer que dans le futur, quelqu'un développera des modèles spécifiques capables d'élucider les secrets du putaclic. Les créateurs du web sont en moyenne plutôt fauchés. Bien sûr, il y a quelques grosses têtes d'affiche qui vivent très confortablement grâce à la monétisation de leur contenu, à leurs OPSP, aux bénéfices générés par leur propre marque, ou grâce aux dons qu'ils reçoivent d'une audience majoritairement étudiante et précaire. Mais en dehors de ces quelques pourcents qui concentrent la majorité des revenus, c'est plutôt chiche. L'une des raisons, c'est évidemment le volume de l'audience, généralement trop faible pour attirer des sponsors philanthropes ou générer assez de dons et de monétisation. Mais une autre raison, c'est le temps. Produire ce contenu est généralement très chronophage. Les streams durent des heures, les vidéos doivent être écrites, tournées, montées, et toute personne qui a essayé au moins une fois dans sa vie de faire un montage éclaté sur Movie Maker pourra vous affirmer que c'est plus rapide à regarder qu'à fabriquer. Lorsque les créateurs ont un peu de cash, ils se débrouillent généralement pour embaucher des gens qui vont alléger la charge de travail, ce qui leur permet de produire plus, générer plus de sous et développer d'autres activités sur le côté comme du branding ou des albums de musique qui, en plus d'être généralement des pépites musicales excellentes, sont aussi généralement des projets très rémunérateurs. Ils échappent donc au piège du temps en embauchant, donc tout roule. Sauf que les créateurs indépendants n'ont pas les moyens d'embaucher qui que ce soit, ils galèrent déjà à se payer eux-mêmes en fait, ce qui limite leur production, et donc leur audience, et donc leurs revenus. Et ils restent coincés dans ce niveau intermédiaire très inconfortable où la valeur de ce qu'ils produisent est encore complètement corrélée au temps qu'ils passent dessus. Comme un vrai travail, quoi. Pour les créateurs du web qui sont pas encore concernés par l'impôt sur la fortune ou les montages fiscaux à Malte et Dubaï,
les modèles pourraient être un outil incroyable. La création d'une vidéo se découpe généralement en écriture, puis tournage, puis montage, et éventuellement des petites modifications en post-production. Chacune de ces étapes pourrait un jour être assistée par ordinateur, dans un futur plus ou moins proche. Les modèles comme GPT-3 ne peuvent pour l'instant aider qu'à écrire des choses très simples, comme des brèves de presse, ou des descriptions de produits par exemple, mais dans le futur, il se peut que des modèles réussissent à expliquer des concepts un peu plus ardus. Paradoxalement, c'est peut-être les vidéos de vulgarisation qui seront les premières à être coécrites par des modèles capables d'aller chercher des informations un peu partout, dans des encyclopédies, dans des livres, etc. Pour les images proprement dites, des outils comme DALL-E ou Stable Diffusion sont encore limités au plan fixe. Ça n'a pas empêché certains créateurs de proposer des scénarios de fiction en se basant dessus, mais c'est encore un peu limité. Pour l'instant, si on veut générer des vidéos, faut encore le faire à la main, en créant soi-même chaque frame indépendamment. Ça va donner un truc bizarre. Mais ça, c'est déjà en train de changer. Aujourd'hui, il existe déjà des prototypes, comme Cog Video, qui permettent de générer des vidéos à partir d'un prompt. C'est assez hallucinant de se dire qu'aucun de ces trucs n'a été filmé. Il y a pas mal de startups qui bossent en parallèle là-dessus, et pendant que j'écrivais la vidéo, plusieurs trucs sont sortis, donc ça arrive très très vite. Certains modèles permettent déjà de faire des objets 3D à partir d'une seule image, et je suis prêt à faire le pari qu'un jour, on pourra utiliser ce genre de modèle pour fournir des images d'illustration dans nos vidéos, ou pour faire des effets spéciaux plus facilement. Le montage va également être une étape pas mal assistée dans le futur, même si les solutions qui existent sont encore assez sommaires aujourd'hui. Certains modèles font un tri automatique dans les plans qui ont été tournés pour enlever les silences ou pour choisir les meilleures prises, et d'autres proposent d'adapter automatiquement la vidéo dans différents formats, pour différentes plateformes. On verra ce que ça donnera pour la suite, mais vu la demande, il est très probable que pas mal de trucs se développent dans ce sens. La modification de vidéo en post-production aussi pourrait être sérieusement impactée. Si changer de coupe de cheveux, se mettre un filtre pour être plus joli, ou se transformer en caillou est devenu complètement trivial aujourd'hui, il est aussi possible que certaines avancées vous surprennent. Par exemple, des modèles savent aujourd'hui isoler le son de la parole du reste, d'autres peuvent transcrire cette parole en texte, qui sera traduite ensuite dans une autre langue, et encore d'autres modèles peuvent alors synthétiser une voix dans cette langue. Avec un dernier outil qui va bidouiller les lèvres pour que ça colle parfaitement, et voilà, vous avez une chaîne YouTube, TikTok ou autre complètement multilingue et sans sous-titres. Certains de ces outils seront peut-être proposés par les plateformes elles-mêmes d'ailleurs, qui verront un potentiel pour attirer une audience toujours plus large. Cependant, il y a un truc à noter. Si je pars un peu du principe que ça permettra sans doute de libérer du temps chez les créateurs indépendants et de les aider à atteindre leur plein potentiel, faut pas non plus se leurrer. Les gros créateurs en profiteront très clairement pour améliorer leur rendement, accroître leur productivité et devenir encore meilleurs pour capter l'attention de l'audience, au détriment des petits créateurs qui auront d'autant plus de mal à être compétitifs. Comme ça a été le cas à plusieurs reprises dans l'automatisation du travail, les nouveaux outils ont certes le pouvoir d'améliorer les conditions de travail des plus pauvres, mais ils ont surtout la capacité à favoriser exponentiellement la concentration des richesses chez ceux qui l'ont déjà. En d'autres termes, il n'est pas impossible que la compétition sur les plateformes vidéo devienne encore moins équitable et que la centralisation de l'influence devienne encore plus extrême. Mais s'il est difficile de savoir qui, entre petits et gros créateurs, tirera le plus profit de ces outils, on peut par contre être sûr d'une chose, celles qui en profiteront le plus, ce sont clairement les plateformes. YouTube, TikTok et consorts n'existeraient pas sans tout ce contenu qui est mis gratuitement à leur disposition par une masse gigantesque de créateurs. Leur modèle d'affaires est littéralement basé sur notre capacité à produire en échange de la moitié des revenus de pub, et plus il y a de contenu monétisable, plus elles s'enrichissent. Tout comme la simplification du matériel et des méthodes pour créer des vidéos a contribué à rendre leurs banquiers heureux, les modèles de création de vidéos devraient leur offrir quelques nouveaux yachts contreplaqués or. Ce qui m'amène au troisième point. Le débat autour des IA ressemble parfois à celui qui a accompagné l'émergence de la photographie au XIXe siècle. Lorsque les premiers daguerréotypes sont apparus, le peintre Paul Delaroche a eu cette exclamation célèbre. À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte. Baudelaire était suffisamment remonté contre la photo pour lui dédier des chapitres entiers et en faire un argument métaphysique. Les photographies et les reproductions réelles du monde, c'était la mort de l'imagination, c'était la fin de Dieu, c'était la fin de l'art, tout ça. Et dans le même style que ces personnes effrayées par la photographie, on pourrait être tenté de dire que les créateurs du web seront bientôt obsolètes, que nous allons tous être remplacés par des avatars générés un peu à l'image des VTubers.
Ouais, c'est peu probable. Déjà, une particularité de ces modèles est qu'ils demandent une quantité gargantuesque de données et de calculs pour produire des trucs à peu près potables. Et s'ils s'en sortent pas mal dans la majorité des situations, ils ont très souvent des imperfections assez flagrantes dans des situations spécifiques. Par exemple, au moment où j'écris la vidéo, Stable Diffusion est très impressionnant pour générer des images, mais a un peu de mal à faire des mains correctes. Il a tendance à rajouter des doigts, et puis des membres de façon générale. Ces cas spécifiques demandent beaucoup de boulot pour réussir à être vraiment exploitables, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une bonne partie de ce que je raconte ici est quand même bien spéculatif. D'autre part, il y a de vraies problématiques liées à l'arrivée de ces outils dans l'industrie de la création, et ils ont été largement évoqués sur internet. Il y a par exemple un risque que pas mal de boulot disparaissent à cause d'eux. Après tout, Heinz n'a pas vraiment eu besoin d'une armée de graphistes pour produire sa future campagne de pub, juste d'un directeur artistique un peu renseigné sur l'utilisation de ces modèles. Il y a aussi la question de savoir si les productions de ces modèles peuvent être qualifiées comme de l'art, ou encore à qui appartiennent ces images? À la personne qui a écrit le prompt, à l'entreprise qui a conçu le modèle, ou à chaque personne qui a fourni une image sur laquelle s'est entraîné le modèle en question. D'ailleurs, ça aussi, c'est un point qui braque beaucoup. Ces algorithmes se sont entraînés sur des bases de données qui contiennent des portfolios entiers d'artistes qui n'ont très souvent pas donné leur accord. La très grande majorité des images qui ont permis de fabriquer cet espace latent qui permet de générer une infinité d'images, elles appartiennent à quelqu'un. Bref, je voulais juste rapidement évoquer ces questions, mais ce qui est très clair malgré tout, c'est que l'industrie va très rapidement se servir de ces outils, surtout s'ils sont open source et gratuits comme Stable Diffusion. Et ça aura un impact sur le secteur de l'audiovisuel. C'est un schéma historique classique. De nouvelles technologies apparaissent et changent radicalement un secteur professionnel. L'imprimerie a fait disparaître les scribes copistes, les appareils photo ont ruiné les peintres portraitistes, les appareils photo numériques ont ruiné les fabricants de films, l'automobile a ruiné les fabricants de selles, et ainsi de suite. Tout comme le métier de maréchal ferrant, de garçon d'ascenseur ou d'allumeur de réverbères, qui se sont mangés le XXe siècle dans la gueule, il est possible que pas mal de boulot de la production audiovisuelle soit à terme automatisé par des algorithmes. Les compositeurs de musique générique remplacés par des logiciels qui génèrent des sons pour 0 €. Les sous-titreurs, les petits boulots de montage pour cross-poster sur un maximum de plateformes, pareil. Peut-être que les gens qui passent leur temps à faire du détourage dans les boîtes de post-production devront aussi trouver une autre carrière. La révolution de l'audiovisuel avait commencé par des outils de plus en plus accessibles, qui permettent aujourd'hui à une personne seule de faire le travail d'une équipe entière il y a 15 ans, et elle continuera probablement avec des outils informatiques assistés par des modèles de plus en plus perfectionnés. Je suis prêt à parier que dans des secteurs assez précis, comme les vidéos d'entreprise, les vidéos de formation bien chiantes, ou tous les autres trucs institutionnels soporifiques, seront les premiers à profiter de ces outils. Et surtout, il est probable qu'une grosse innovation inattendue rende tout ce que je viens de dire complètement obsolète, et que ça créera des besoins que je peux pas du tout me représenter aujourd'hui, en 2022. Il regardait encore des vidéos sur des écrans à l'époque. Trop marrant. La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Mais bon, imaginons un instant que ces technologies arrivent. Peut-être que ces outils ouvrent la création de vidéos à tout le monde, et qu'on aura des films incroyables faits par un mec seul dans son garage en quelques soirées. Le volume de vidéos mises en ligne explose avec une toute nouvelle génération de créateurs, et autant de gens pour venir les regarder. Les plateformes en ligne confirment leur suprématie, la télévision décède définitivement. Les annonceurs ont un peu de mal à suivre, et une nouvelle ad-apocalypse polarise l'opinion. En réaction, des youtubeurs s'affichent comme créant du contenu garanti 100% sans IA, bio et sans pesticides, à la sueur de leur front. Mais au final, ces modèles s'imposent. Et ensuite, quoi? Il est possible que la vitesse de ces innovations fasse peur, côté créateur comme côté audience. Est-ce qu'on va pas perdre cette authenticité, cette fraîcheur qui fait qu'Internet est si différent de la télévision? Est-ce que nos youtubeurs, streamers et autres trucs en heure préférés ne vont pas être robotisés, remplacés par des bots? Et avec qui est-ce que je vais faire ma relation parasociale? Et là-dessus, je dirais que ces fantasmes ne risquent pas trop d'arriver. Rassurez-vous. Premièrement, ces modèles sont des outils très puissants, certes, mais ils ne peuvent pas créer en autonomie. Il faut quelqu'un derrière pour diriger l'outil dans la bonne direction. Définir une ligne éditoriale, un style, développer un discours. Deuxièmement, ces outils vont globalement remplacer les petites mains qui bossent pour les créateurs, mais pas les créateurs eux-mêmes. La plupart des gros youtubeurs, par exemple, sont déjà aujourd'hui structurés en équipes assez importantes, dont ils sont le dirigeant et généralement la façade sympathique. Bref, le contenu ne sera pas plus ou moins sincère avec des algorithmes en jeu. Et troisièmement, on s'en fout de tout ça, parce que de toute façon, Internet est déjà mort.
Il existe une théorie du complot qui est assez géniale, selon laquelle Internet serait mort entre fin 2016 et début 2017. En substance, cette idée postule que l'ensemble du contenu posté sur Internet est créé par des IA qui ont été développées par le gouvernement et d'autres institutions comme la CIA. Tout. Les vidéos sur YouTube, les threads sur Twitter, les posts de boomers sur Facebook, les gens qui se battent en commentaire, les culs et les abdos sur Instagram, tout est le produit de bots. Internet serait donc une vitrine complètement artificielle, une pièce de théâtre gigantesque composée de robots qui parlent à d'autres robots. Un peu à l'image de ce subreddit si étrange où des modèles de GPT discutent entre eux sans aucune intervention humaine. I don't care if people want to smoke marijuana. I don't care if they want to drink alcohol. I don't care if they want to eat meat. I don't care if they want to listen to rock music. I don't care if they want to believe in a god. That's because you're a piece of shit. Hey, if you're not a piece of shit, you're a piece of shit. Même si la théorie est discutable, son auteur, Illuminati Pirate, est arrivé à cette conclusion en remarquant qu'il voyait le même contenu émerger en boucle sur Internet. Des blagues identiques qui refont surface tous les 3 ans, les mêmes vidéos YouTube, les mêmes débats politiques. Combien de fois dans votre vie est-ce que vous avez vu passer un article qui déclare que des scientifiques avaient trouvé un nouveau procédé pour faire des batteries du futur? Ou des pneus qui ne peuvent pas crever? Ou ces médecins qui ont trouvé le remède contre le cancer, ou ces millions d'articles sur des superlunes, ou sur des bactéries qui mangent le plastique. Bref, Internet tourne en rond. Et c'est pour ça que cette théorie du complot est si attirante, qu'elle a cette odeur de véracité. Parce que quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux, on sent que l'observation de départ est bonne. Sur Instagram, le compte InstaRepeat montre à quel point les créateurs de la plateforme postent des photos similaires. Même cadrage, même sujet et même palette de couleurs qui participent à une expérience de déjà-vu collective. Sur YouTube aussi, les miniatures et même les formats sont standardisés à un extrême. Pour une grosse partie du contenu qui est posté à chaque instant sur la plateforme, le visage du créateur est à peu près la seule chose qui change. Le reste est conforme. Des plateformes comme TikTok ont même incorporé la copie et la trend comme élément fondamental, forçant les spectateurs du web à regarder la même chose encore et encore. On est coincé dans une boucle. C'est le jour de la marmotte à une échelle planétaire. Et donc oui, les modèles IA arrivent et elles changeront probablement le contenu d'Internet. Et elles enrichiront probablement ceux qui sauront les rentabiliser à leur profit, et elles fourniront probablement des outils incroyables à ceux qui veulent bien s'en servir. Mais dans tous les cas, il est peu probable qu'elles tuent l'authenticité si humaine d'Internet, et c'est peut-être bien parce qu'elle est déjà en grande partie morte depuis que les gens se comportent comme des bots. Je suis un boomer. Salut! Si vous voulez aller plus loin dans le sujet de la génération de contenu par des modèles, je vous ai fait une petite liste de lectures en description, et comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter les sources. À partir de maintenant, j'essaierai aussi de profiter des fins d'épisodes pour vous présenter des organisations qui œuvrent à rendre le monde meilleur, en rapport avec les sujets des vidéos. Ça fait des années que je me demandais comment avoir un impact qui dépasse un peu le cadre de la chaîne, et du coup ça me semble un premier pas plutôt cohérent. En France, vous pouvez regarder du côté de l'Association française pour l'intelligence artificielle, qui soutient le développement des IA à travers des conférences et des prix de thèse. Et à l'international, le Centre pour une intelligence artificielle compatible avec les humains me semble faire un travail de recherche un peu important quand même sur comment faire en sorte que les IA ne constituent pas un risque existentiel et ne nous éradiquent pas tous. En gros. Ils ont été sélectionnés par le projet Open Philanthropy, donc c'est du solide, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez adhérer à la première et faire un don à la seconde, les liens sont en description. Et tant qu'on parle de dons, j'ai réouvert mon Tipeee. Si vous voulez faire partie du projet de la chaîne en soutenant la création des épisodes, vous pouvez le faire de nouveau. C'est vraiment ce filet de sécurité qui permet de prendre des risques, donc sachez que n'importe quelle somme est vraiment utile. Voilà, on se retrouve bientôt, enfin quand le prochain épisode sera prêt quoi. À toutes!